Mardi 13 septembre 2011, le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est rendu en Seine-et-Marne, accompagné par Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, pour inaugurer l'établissement pénitentiaire de Réau. Cette visite était placée sous le thème de l'amélioration de l'exécution des peines. Le président de la République a salué le travail courageux du personnel pénitentiaire, en soulignant l'importance de ces missions pour notre pays, ainsi que le travail remarquable dans des conditions difficiles réalisées par les magistrats. Retransmis en direct à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, le discours du président de la République a été suivi par 1300 élèves rassemblés à l'occasion de la cérémonie de clôture de formation. Monsieur le garde des Sceaux, cher Michel Mercier, monsieur le député-maire, cher Guy Geoffroy, mes chers amis parlementaires, cher Jean-François Copé, cher Christian Jacob, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ce nouvel établissement. Voilà près de 40 ans qu'un président de la République ne s'était pas rendu dans une prison. 40 ans. Il était temps de rompre ce silence. Il était temps de mettre à l'honneur l'action du personnel pénitentiaire et de souligner l'importance de ces missions pour notre pays. Vous participez à une politique de fermeté que je n'ai pas peur d'assumer, parce qu'elle protège la société, parce qu'elle est indispensable au maintien d'un état de droit. C'est vous, personnel pénitentiaire, qui garantissez aux Français que lorsque la justice est rendue, la justice est aussi appliquée. Il n'y a pas de justice si la justice n'est pas appliquée. La justice ne doit pas simplement être rendue, la justice doit être appliquée aussi. À vous tous, personnel pénitentiaire, qui êtes engagés dans le service public pénitentiaire, je veux vous dire ma confiance, je veux vous dire la reconnaissance de la nation et je veux vous dire l'estime des Français pour le travail courageux et extrêmement difficile qui est le vôtre. Vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour votre collègue qui a été lâchement agressé à Nancy il y a quelques jours, aux abords de son lieu de travail, au seul motif qu'elle avait été reconnue comme surveillante pénitentiaire. Je pense également à votre collègue, surveillant du centre du Pontet, dont la voiture a été détruite par un engin explosif. Ces agressions sont inadmissibles et elles seront sanctionnées très sévèrement. Et ces agressions illustrent malheureusement les risques auxquels vous êtes exposés, et ces risques, nos compatriotes doivent en prendre conscience et doivent en tirer la conclusion de l'estime qu'ils doivent porter au métier qui est le vôtre. Chaque jour, vous êtes confrontés à un milieu dans lequel règne la détresse, la violence, le rejet de l'autorité, la misère sociale et la détresse psychologique. Chaque jour, vous devez incarner la fermeté, je l'ai dit, sans laquelle il n'y a pas de sécurité, mais également l'humanité, sans laquelle on ne peut pas convertir au respect des règles ceux qui les ont bafouées. Chaque jour, vous êtes les garants des valeurs républicaines. Je sais que la détention favorise parfois les comportements de repli sur soi, les identifications communautaires, le renoncement au libre arbitre. Je connais les craintes que vous nourrissez en constatant chez certains détenus le développement des sectarismes et des prosélytismes rarement bien intentionnés. Eh bien, nous ne laisserons pas s'installer dans les cours de nos prisons la grande braderie des idéologies qui mettent à mal l'ordre et qui mettent à mal la laïcité à laquelle nous sommes tous très profondément attachés. La République ne doit jamais renoncer à faire respecter ses valeurs, et les valeurs de la République doivent être respectées dans la prison, peut-être plus encore qu'à l'extérieur de la prison. La carrière pénitentiaire est aujourd'hui considérée à la mesure de son importance dans notre société.
L'administration pénitentiaire s'est modernisée, son personnel s'est renouvelé, de plus en plus de jeunes diplômés, souvent des femmes, viennent rejoindre les rangs de votre administration, comme en témoigne la dernière promotion de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, dont les élèves achèvent aujourd'hui même à Agen leur scolarité et se préparent à rejoindre leur terrain. Je les salue d'ailleurs parce que je sais qu'en ce moment même, on nous reçoit en direct à Agen. Je sais donc que vous travaillez dans des conditions difficiles. En 2009, le gouvernement avait signé avec vos organisations syndicales, que je salue, un accord qui a permis des améliorations significatives, plus grande présence d'assistantes sociales et de psychologues à vos côtés, renforcement du service de nuit dans les établissements de petite taille, nouvelles dispositions pour le paiement des heures supplémentaires. Votre statut a également beaucoup évolué, avec la création de nouveaux grades d'officiers, la distinction entre le corps d'encadrement et le corps de commandement, la nouvelle filière, cher Michel Mercier, insertion et probation, qui se met en place cette année, viendra compléter ce dispositif. Je souhaite que le garde des Sceaux poursuive avec vous le dialogue sur ces évolutions très importantes. Depuis quelques jours, le gouvernement vous a confié une nouvelle mission de sécurité. Vous avez désormais la responsabilité de conduire et d'escorter les détenus lorsqu'ils sont présentés à un juge. Cette nouvelle compétence, qui était jusqu'alors dévolue aux services de police et de gendarmerie, vient confirmer l'importance de votre rôle. Vous êtes donc, vous, personnel pénitentiaire, la troisième force de sécurité que nous avons voulu développer au service des Français. Ma visite aujourd'hui doit permettre aux Français de mesurer concrètement les efforts qui sont les vôtres, les efforts de la France, pour donner à notre politique pénitentiaire un visage plus humain et davantage conforme aux exigences d'une grande démocratie. En ces lieux, peut-être plus encore qu'ailleurs, nous devons être exemplaires. Comment exiger le respect d'autrui, le respect des règles communes, si nous ne savons pas les faire régner dans nos établissements pénitentiaires? Comment protéger la société si la détention devait inéluctablement rendre les détenus plus violents encore? Comment faire appliquer le droit si la prison elle-même n'est pas une zone de droit? Dans ce domaine, nous avons progressé ces dernières années. C'est vrai sur le plan des institutions. Depuis 2008, le contrôleur général des lieux de privation de liberté remplit une fonction essentielle grâce à la détermination et la vigilance de Jean-Marie Delarue, que j'ai plaisir depuis mon élection à recevoir chaque année et à entendre dans le détail ses remarques sur son travail. Je veux dire d'ailleurs à Jean-Marie Delarue que j'attache beaucoup d'importance à sa mission, qu'il remplit avec discrétion, avec le souci d'améliorer les conditions de vie des uns comme des autres, plutôt que d'augmenter le nombre des articles qu'il a dans la presse. C'est ainsi, Monsieur Delarue, que vous avez gagné le respect de tous les intervenants dans la prison. Et c'est ainsi que le gouvernement, Monsieur Delarue, vous écoute davantage. Parce que chez vous, il y a l'obsession du concret et de la réalité de la vie dans la prison. Il n'y a pas l'obsession de la médiatisation. Ce sont des sujets trop importants pour qu'on en parle sans connaître. Et c'est également vrai sur le plan des textes, puisque nous avons clarifié, modernisé les règles du droit pénitentiaire. La loi du 24 novembre 2009, mesdames et messieurs les parlementaires, a consacré des avancées considérables. Nous avons renforcé le respect de la dignité des détenus en inscrivant dans la loi le principe de l'encellulement individuel. Nous venons de le visiter. Nous avons garanti le maintien des liens familiaux pendant la détention. Nous avons développé les soins en prison, la formation et le travail, parce que la prison ne doit pas être une période d'oisiveté, mais un temps, j'ose le mot, d'effort, un temps de transformation, ainsi que l'occasion de renouer avec une activité utile à la société. Pour donner plus de sens à la peine, nous avons développé des mesures d'aménagement qui permettent une réinsertion progressive, comme la surveillance électronique de fin de peine, qui permet au condamné d'être placé sous bracelet électronique pendant les 6 derniers mois de sa détention. Enfin, nous avons voulu que nos établissements pénitentiaires aient les moyens de participer pleinement à l'œuvre de justice. Nous avons multiplié les rénovations de bâtiments et créé, depuis 2007, 6 000 places de détention
supplémentaires. 6 000. Ce qui représente une augmentation de notre capacité d'accueil en prison de 10%. L'établissement de Réau reflète parfaitement cet effort, au même titre que les 3 autres centres pénitentiaires qui vont ouvrir dans les prochaines semaines. À Nantes, à Lens et à Alençon, il a été aménagé pour favoriser une détention intelligente. Son architecture, ses équipements ont été conçus pour rendre le détenu responsable, amené à rompre avec son mode de vie antérieur et à respecter les règles de la société. L'ouverture de Réau permettra de faire baisser le taux d'occupation des établissements d'Île-de-France, qui est l'un des plus élevés du pays, je crois que c'est 140%, et contribuera ainsi à une meilleure efficacité de la justice. Car une justice efficace, et j'en viens à cette question essentielle, c'est une justice dont les décisions sont suivies des faits. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de peines de prison qui sanctionnent les faits graves. Les Français ne comprennent pas que les décisions de justice ne soient pas exécutées dans des délais raisonnables. Nos magistrats font un travail remarquable dans des conditions difficiles, mais il faut que leurs décisions soient mieux appliquées. La sanction ne doit pas seulement être ferme, elle doit être rapide, car à défaut, on nourrit chez le délinquant un sentiment d'impunité et dans la population un sentiment d'injustice. Depuis le début de l'année, Michel Mercier a mis en œuvre un plan national pour réduire les délais d'exécution des peines. Nous avons renforcé le personnel des juridictions ayant accumulé le plus de retard. Ces efforts commencent à produire leurs effets. Le nombre de peines en attente d'exécution a été réduit de 15%. Donc vous vous rendez compte, simplement parce qu'on a la volonté de faire les choses. Depuis le début de l'année, nous sommes en mois de septembre, en 9 mois, le nombre de peines non exécutées a été réduit de 15%, simplement parce que le garde des Sceaux l'a décidé et a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui permettent d'avoir ces résultats. Mais ces résultats, pour encourageants qu'ils soient, doivent être poursuivis et amplifiés. Il faut se fixer une nouvelle ambition. J'ai demandé au Premier ministre et au garde des Sceaux de présenter dès cet automne un projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines. Pour exécuter plus rapidement et plus efficacement les peines prononcées à l'encontre des délinquants, la chaîne pénale ne doit compter que des maillons forts. Il faut renforcer les moyens des services de l'exécution de l'application des peines, augmenter nos capacités d'accueil en milieu carcéral, améliorer nos outils d'évaluation de dangerosité et de soins en détention. Alors notre premier objectif sera d'agrandir notre parc pénitentiaire à la hauteur de nos besoins. Et je voudrais que chacun comprenne que ce n'est pas une question d'idéologie, que c'est une question de crédibilité. Nous n'avons pas de complexe à avoir sur une question qui intéresse la sécurité des Français. Regardons la réalité en face. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en mesure d'héberger convenablement les 65 000 personnes détenues en France, ni d'assurer rapidement l'exécution des peines en attente, et ce malgré les 6 000 places créées depuis mon élection. Et j'ose le dire, parce que c'est la vérité. Les statistiques le prouvent, la capacité pénitentiaire française demeure plus faible que celle de nos voisins européens. Et c'est faire preuve d'angélisme que de dire le contraire. C'est refuser de regarder la situation telle qu'elle est. Éric Ciotti, à qui je veux rendre hommage, l'a clairement souligné dans le rapport qu'il m'a remis récemment et dont je partage pleinement les conclusions. Pour assurer une exécution normale des peines d'emprisonnement, la France a besoin de 80 000 places de détention. C'est une réalité qu'il faut regarder. Il ne s'agit pas de dire qu'on est sans cœur parce qu'on dit ça. Il s'agit simplement d'avoir le nombre de places de prison dont nous avons besoin pour y mettre les délinquants qui ont été sanctionnés par la justice de la République. Alors cet objectif de 80 000 places de détention va figurer dans la loi de programmation qui sera déposée sur le bureau des assemblées dans les semaines qui viennent. Cela représente un effort d'équipement sans précédent qui sera achevé en 2017. Il nous conduira donc à créer 30 000 places de prison supplémentaires. Eu égard au délai de construction,
C'est donc dès aujourd'hui qu'il faut engager cet effort. Il va nous falloir trouver des solutions immédiates. Je souhaite en particulier que l'on puisse ouvrir rapidement des prisons dédiées aux condamnés pour courte peine, ne présentant pas de dangerosité particulière. Cette catégorie de détenus constitue aujourd'hui la majorité des personnes incarcérées et la plupart des peines qui sont en attente d'exécution sont précisément de courte peine. Le garde des Sceaux va proposer d'ici à la fin de l'année une liste de sites pouvant accueillir ce type d'établissement pénitentiaire, notamment des terrains militaires ou des bâtiments laissés vacants par le ministère de la Défense. Parallèlement à l'extension du parc pénitentiaire, nous devons également diversifier les structures. On ne peut pas continuer à enfermer de la même manière un récidiviste condamné à une lourde peine et un primo-délinquant condamné à quelques mois de prison. C'est dangereux pour la sécurité des personnels et des détenus, c'est contraire à l'objectif de prévention de la récidive et c'est coûteux pour l'administration pénitentiaire qui consacre de fait les mêmes moyens de surveillance à tous les détenus. On ne peut pas non plus ignorer qu'une partie de la population pénale, osons le mot, présente des troubles psychiatriques. Ça ne doit pas être un sujet tabou. C'est une réalité que vous, les personnels pénitentiaires, vous vivez tous les jours et qui vous met gravement en danger et qui nécessite un suivi particulier. Pour toutes ces raisons, nous allons mettre en place des établissements assurant des prises en charge diversifiés, les uns à sécurité renforcée et les autres davantage axés sur la préparation à la sortie. Le deuxième volet de cette loi de programmation renforcera notre capacité à prévenir la récidive criminelle. Et quand même le grand sujet. Nous devons rassurer nos concitoyens. Nous devons garantir aux Français que toutes les personnes placées sous main de justice fassent l'objet d'un suivi réel et efficace et qu'on ne les relâche pas comme ça dans la nature sans que personne ne sache où ils se trouvent. C'est la tâche qui est dévolue aux conseillers d'insertion et de probation qui sont au cœur de cette politique et dont je sais qu'ils sont mobilisés. Il faut les soutenir. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'Inspection générale des finances et à l'Inspection générale des services judiciaires de rendre un rapport sur la mise à niveau des moyens et sur l'organisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le garde des Sceaux mettra en œuvre ses conclusions. Là aussi, pas de sujet tabou, pas d'amalgame. Prévenir la récidive, cela implique de mieux évaluer la dangerosité des détenus à chaque étape du parcours carcéral, à l'entrée comme à la sortie de prison. Le projet de loi prévoira ainsi l'ouverture de 3 nouveaux centres nationaux d'évaluation qui viendront compléter ceux de Réau et de Fresnes. Avec ce dispositif, 1600 détenus chaque année seront évalués par des équipes composées de fonctionnaires pénitentiaires, de psychiatres, de psychologues, pour être dirigés vers des prisons adaptées à leur profil ou pour être inscrits dans des programmes de réinsertion. C'est un effort sans précédent. Une fois qu'on est condamné à une peine de prison, tout le monde ne doit pas suivre le même parcours. Alors, le traitement des délinquants sexuels. Là aussi, arrêtons les tabous, arrêtons les hypocrisies et regardons la situation telle qu'elle est. Le traitement des délinquants sexuels en détention, avant qu'ils n'arrivent en fin de peine, est absolument primordial. Eh bien, nous allons mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour que les injonctions de soins soient mieux appliquées et pour généraliser les programmes de prévention de la récidive. Les injonctions de soins, c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux et qui a été traité jusqu'à présent d'une façon qui n'est pas, me semble-t-il, assez efficace. C'est un sujet majeur. Un malade qui rentre en prison profondément malade, de ce point de vue, ne va pas sortir guéri par le simple fait qu'il a été enfermé. Alors, regardons les choses en face. On le trouve avec une simple parenthèse. Et il ne peut pas sortir dans les mêmes conditions. Alors je sais bien que la question du volontariat est une question bien difficile. Mais nous avons aussi à protéger la société. On ne peut pas traiter un délinquant sexuel
malade comme on traite un patient du quotidien qui n'a agressé personne. On ne peut pas leur appliquer exactement les mêmes règles dans le rapport entre patient et médecin. Il y a pourquoi? Parce qu'il y a un troisième élément, c'est la société, qui connaît la dangerosité du délinquant qui est libéré et qui doit être en mesure d'exiger un suivi, le respect des injonctions, savoir où se trouve cette personne malade et prendre les moyens pour protéger la société. On ne peut pas simplement s'en tenir à des principes généraux. C'est trop facile. Oserais-je dire, c'est trop lâche. Pour vous, les personnels, pour les victimes d'hier et pour les victimes potentielles de demain. C'est un sujet dont le garde des Sceaux va débattre au Parlement et sur lequel je souhaite que chacun nous prenions nos responsabilités et que les choses soient claires là aussi. Ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, ce n'est pas une affaire d'opposition ou de majorité, c'est une affaire de responsabilité. Le droit du patient est très important, mais le droit de la société de protéger est au moins aussi important. Voilà, je souhaite qu'on ait bien cela à l'esprit quand on va aborder dans quelques semaines le débat. Alors, dans le même souci d'efficacité, il est, me semble-t-il, indispensable que tous les intervenants de la chaîne pénale puissent consulter les informations pertinentes pour le suivi des délinquants, dans le respect des prérogatives de chacun. Mais arrêtons avec le secret professionnel en la matière. Enfin, je respecte le secret professionnel. Mais quand il s'agit de protéger l'intégrité physique du personnel, chacun doit avoir accès au dossier qui lui permet de mieux connaître la personne qu'il garde. Il faut donc organiser la connexion des outils informatiques de la police, de la gendarmerie, des juridictions, des centres de détention et des services d'insertion et de probation, pour qu'on ne connaisse pas l'erreur qu'on a connue récemment, où il a été décidé de remettre quelqu'un en liberté parce que la dernière infraction n'était pas grave. Enfin, la dernière infraction, c'était la 22e. Il y avait les 21 autres à regarder avant. Enfin, vous comprenez bien, enfin, vous connaissez ça très bien. Il y a un parcours, il y a une vie dont il faut tenir compte et dont les professionnels que vous êtes tiennent compte. Et j'imagine que quand vous gardez quelqu'un, quand vous le regardez, vous ne regardez pas simplement la dernière infraction qu'il a commise, mais l'ensemble du cursus qui a été le sien. Troisième objectif de notre loi de programmation, le traitement de la délinquance des mineurs. Vous savez l'importance que j'attache à cette question. J'ai souhaité, par la loi du 10 août 2011, que soient renforcées les modalités de jugement des mineurs les plus engagés dans la délinquance. Que n'ai-je entendu? Lorsque des débats accompagnant l'examen de cette loi quant à la prétendue volonté du gouvernement d'ignorer la spécificité de la justice des mineurs. On a l'impression que plus le sujet est sérieux et difficile, plus certains ont l'obsession de caricaturer les choses. Personne ne met en cause la nécessité d'un traitement adapté pour les jeunes délinquants. Personne. Et je sais, cher Dominique Baudis, que vous y serez personnellement attentif en tant que défenseur des droits. Personne ne remettra en cause cette spécificité. Mais est-il permis de dire des choses de bon sens? Ce que vous savez, c'est que le mineur délinquant de 2011 n'a rien à voir avec le mineur délinquant de 1945. Rien. Dire cela, ce n'est pas porter atteinte aux mineurs. C'est regarder la société telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait nous la montrer avec un raisonnement idéologique. Le mineur de 2011, osons les mots, il est plus violent que le mineur de 1945. Et qui osera me contredire? Il est plus jeune. Lors du premier passage à l'acte,
que le mineur de 1945. Mais dire cela, c'est vous respecter, vous, professionnels. C'est prendre en compte la difficulté de votre métier. Beaucoup plus difficile que ce qu'elle était en 1945, ce qui ne veut pas dire que c'était facile. Eh bien, on doit en tenir compte pour le jugement comme pour l'exécution des peines. Plus la peine est exécutée rapidement, plus elle est efficace. C'est d'autant plus vrai pour un jeune qui ne s'est pas encore installé dans la délinquance. Nous devons donc aller plus vite. Les mineurs qui font l'objet d'un suivi doivent être pris en charge dès la décision du juge et non plusieurs semaines après, comme c'est parfois le cas. Eh bien, nous allons modifier la loi en ce sens et nous allons déployer des moyens pour que le suivi éducatif soit immédiat. C'est, dans l'intérêt de la société, le meilleur moyen d'éviter la récidive. Nous allons également aller plus loin en diversifiant les modes de prise en charge des mineurs. La sanction doit non seulement être ferme, être rapide, mais elle doit aussi permettre de réapprendre les valeurs essentielles qui fondent la vie en société. Lors de sa création en 2002, par Dominique Perben, le dispositif des centres éducatifs fermés était une révolution culturelle pour la protection judiciaire de la jeunesse. Je me souviens parfaitement des innombrables critiques portées contre les centres éducatifs fermés. On constate aujourd'hui qu'il n'y a plus de critiques. Ce dispositif commence à donner des résultats encourageants, en dépit de quelques incidents qui nous rappellent que la prévention de la récidive est un combat difficile. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques incidents qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Les centres éducatifs fermés sont des outils adaptés. Les jeunes qui sont placés dans ces centres sont encadrés par une équipe motivée d'éducateurs, d'enseignants et de psychologues. Je veux dire mon admiration pour les gens qui font ce travail. J'ai encore pu le constater ce matin en visitant le centre de Comble-la-Ville, qui a ouvert récemment avec tout le soutien de Guy Geoffroy, que je remercie. Je souhaite donc que nous développions ce type de structure et je vous annonce que le projet de loi prévoira l'ouverture de 20 nouveaux centres éducatifs fermés, c'est-à-dire une augmentation de 50% par rapport aux 40 qui existent aujourd'hui. Compte tenu du projet de réinsertion qui est développé, il serait souhaitable que ces centres puissent accueillir de plus en plus de jeunes condamnés par les tribunaux, aux côtés de jeunes en attente du jugement. Diversifier la réponse pénale pour les mineurs, c'est aussi permettre que les auteurs de délits moins graves puissent accomplir pendant quelques mois un service citoyen dans le cadre d'un établissement d'insertion de la défense. C'est une proposition qui m'a été présentée par Éric Ciotti et bien que le gouvernement va reprendre. Cette période au cours de laquelle le primo-délinquant mineur sera soumis, disons les mots, à une discipline stricte. Et ça lui fera le plus grand bien. Peut-être même qu'il ne serait pas un mineur primo-délinquant s'il avait connu cette discipline. Cette discipline stricte va lui permettre de rompre avec le cycle de la délinquance. C'est le sens de la proposition de loi déposée par Éric Ciotti, qui sera débattue prochainement au Parlement et qui a tout mon soutien. Mesdames et messieurs, voilà, ne pas se préoccuper de l'exécution des décisions rendues par nos tribunaux, ce serait passer à côté d'un enjeu capital. Les Français nourrissent de grandes attentes en matière de justice, il nous faut y répondre. J'entends les critiques, mais je veux souligner que, contrairement à ce qui se dit, les moyens de la justice ont été augmentés de façon considérable dans un contexte budgétaire extrêmement difficile. Écoutez, en 10 ans, les 10 dernières années, le budget de la justice aura augmenté de 60%. Jamais suffisant. Mais enfin, regardons le monde tel qu'il est, la situation dans laquelle nous sommes. C'est un effort considérable qui reflète l'importance de votre rôle, fonctionnaire de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, greffier, magistrat. Chacun de vous, par ses décisions et son action, est le garant du primat du droit sur la force. Chacun de vous participe au bon fonctionnement de la justice, sans laquelle il n'y a pas de liberté et il n'y a pas de démocratie. Ma venue en tant que chef de l'État, 40 ans après.
Comme si la prison n'était pas un sujet majeur de la société. Je voudrais que vous la compreniez comme une façon de vous rendre hommage, de vous assurer du respect de la société et du sentiment que nous avons tous que c'est ici, avec vous, que la République gagnera la bataille de l'État de droit. Avec vous. Vous pouvez être fier de votre métier. Vous pouvez être fier de votre action. Vous pouvez être fier du choix de carrière qui a été le vôtre. Je l'ai dit tout à l'heure pour les éducateurs spécialisés que j'ai vus. Nous avons tous de l'admiration pour le choix que vous avez fait. Vous pouvez compter sur mon soutien en tant que chef de l'État pour vous aider dans cette mission fondamentale et renforcer ainsi le lien de confiance qui vous unit aux Français. Au fond, la bataille de la sécurité des Français, elle se gagnera aussi ici, grâce à vous. Je vous remercie.